nous accueillons ce matin pour parler de l'influence de la presse, donc Madame Guylaine Ottenheimer de Challenge, Marie-Christine Tabé du Parisien aujourd'hui en France, Anne Piquant du Figaro Magazine Figaro Madame et enfin Monsieur Jérôme Finoglio du Monde. Donc à tour de rôle, on va leur poser deux questions. Première question sur l'influence de la presse. Et là, chacun aura 2 minutes 30, 3 minutes pour répondre. Et puis une deuxième question sur leur marque, leurs lecteurs, et en particulier sur ces cibles aussi difficiles que sont les cibles de OneX Influence. Est-ce qu'ils ont des exemples, des anecdotes à partager avec nous sur l'influence de leur marque? Alors, je vais commencer par Madame Guylaine Ottenheimer de Challenge. Donc, bonjour, merci d'avoir participé à cette table ronde. Alors, l'influence de la presse 2020, elle est en forme. Vous la pensez comment? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'influence? Je vais vous donner juste un aperçu. Quand je fais quelques émissions de télé, et souvent les gens m'accostent. Ah, j'adore ce que vous dites, je suis complètement d'accord avec vous. Pas seulement dans les supermarchés, mais aussi dans les dîners en ville avec des CSP+. Et je leur demande, ah bon, quoi par exemple? Ah ben je sais pas, là, tout ce que vous dites sur les écolos, quoi. Donc finalement, en fait, les gens sont contents de retrouver dans leurs médias préférés l'opinion qu'ils ont. Ou est-ce qu'ils ont votre opinion parce qu'ils vous ont écouté? C'est compliqué. En fait, il y a des écosystèmes qui s'installent avec des gens qui sont confortés par leurs médias, mais que leurs médias, du coup, influencent aussi dans un sens. Voilà, ça s'alimente comme ça. Il y a très peu de gens qui sont de droite qui lisent régulièrement Libé. Il y en a un petit peu, hein, heureusement. Mais il y a très peu de gens de gauche qui lisent régulièrement Le Figaro. Alors l'influence ensuite, c'est des sphères. Parce que par exemple, nous, sur la politique, on n'est pas très influent. Je veux dire, si un homme politique veut faire une annonce, et puis on ne met pas énormément de force non plus là-dessus. Donc c'est vrai que les révélations ou les grandes interviews, elles vont plutôt avoir lieu dans les médias qui ont une grande surface, comme Le Monde, Le Figaro, ou bien des journaux qui ont une identité très forte parce que ça permet aux hommes politiques de trianguler. Je fais allusion à une interview à Valeurs Actuelles ou un homme de droite qui va faire une interview à Libé pour justement trianguler, montrer qu'il n'est pas si conservateur que ça, etc. Donc c'est compliqué pour nous, la politique. En revanche, dans le monde des affaires, c'est vrai qu'on voit qu'on a un impact très fort. Je prends un exemple. On fait une sélection des startups tous les ans. Et il y a 4000 dossiers qui sont déposés pour 100 startups qui sont sélectionnés. Alors, je ne vous dis pas le nombre de coups de fil, etc. Et à l'arrivée, quand même, dès le début, on a suivi des startups comme Doctolib, Blablacar. Après, on les a suivis en tant que licorne. Donc voilà, dans ce monde de la création d'entreprises, on est très influent. On est très influent dans le monde des grandes écoles parce qu'on fait non seulement un classement, mais on suit ça de très près. Et on a sorti beaucoup de choses sur les dérives de l'EM Lyon, sur la stratégie de Polytechnique, qu'on contestait parce qu'ils ne voulaient pas tellement s'intégrer dans le site de Saclay. Donc voilà, on a des sphères d'influence, on le sent. Ce qui est très amusant, c'est les textos et les petits coups de fil la veille des bouclages qui montrent ça. Par exemple, François Fillon, chaque fois qu'on le cite dans le journal, on met mis en examen dans l'affaire, etc. Et à chaque fois, il m'envoie un texto en disant « Mais à chaque fois, vous dites ça et vous ne le faites pas pour Nicolas Sarkozy. » Bon, voilà. Donc, c'est ce qui est vrai, d'ailleurs. Mais ça montre que lui, chez Tikeo, c'était très embêtant que chaque fois, son nom soit associé à l'affaire. D'ailleurs, il a fini par devoir partir. Mais donc, c'est ce genre de petites anecdotes qui montrent que vous voyez, je ne vous dis pas le nombre de coups de fil le lundi avant le bouclage des confidentiels, parce que dans le monde des affaires, ce qui est écrit, c'est important. Et c'est les nominations, c'est les prises de position, c'est les prises de parts de marché, c'est des choses comme ça. C'est très sérieux, c'est de la monnaie, c'est de l'argent. Et donc, c'est très, très important pour eux. C'est pas seulement de l'affect ou de l'ego. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Christine Tabé du Parisien aujourd'hui en France. Alors, tout d'abord, l'influence de la presse en 2020. Quel est votre avis? Est-ce que c'est toujours le média, le quatrième pouvoir? Quelles sont les évolutions que vous vivez? Positives, j'espère, mais il faut dire la vérité. Bon, si on parle de, je sais pas, si on parle de 2020, donc forcément, moi, je vais parler depuis le Parisien. Sur l'influence du Parisien, nous, on la mesure
quotidiennement. Donc c'est un grand journal populaire, ce qui fait que par rapport à l'influence, souvent on peut avoir le sentiment que les sphères de pouvoir, puisque vous me parlez du quatrième pouvoir, s'y intéressent moins a priori. C'est vrai qu'une interview dans le Figaro, une interview dans Le Monde, a priori ça peut parfois séduire plus un homme politique qu'à première vue dans Le Parisien. En fait, on se rend compte que c'est totalement différent parce que Le Parisien a une relation tellement directe avec ses lecteurs, tellement de l'opinion publique, qu'il en devient extrêmement séduisant pour ces influenceurs. Parce que Le Parisien, c'est le journal qui parle à la rue et qui réfléchit avec ses lecteurs. Je ne dis pas que les autres ne le font pas, hein, mais nous, on a une opinion très grand public qui réagit instantanément. Au Parisien, on a par exemple des bienvenus. Ce sont des messages que nous envoient nos lecteurs quotidiennement. On en reçoit plus d'une centaine par jour. Alors bien sûr, il y a ceux qui veulent vous vendre la nouvelle ancienne, leur nouvelle boutique, ça existe. Mais tous les jours, vous avez des personnes qui s'adressent à vous sur des conseils de placement, sur des conseils de choix. Enfin, on sent que Le Parisien accompagne ses lecteurs quotidiennement, en fait, sur des choix de leur vie. Et du coup, quand on fait une une sur... moi, j'y étais pas encore à l'époque, mais je me souviens de la une au début du quinquennat d'Emmanuel Macron sur la grande angoisse des petits retraités, qu'on avait effectivement qu'ils avaient monté en fait du jour parce que on recevait énormément de bienvenus, parce que tous les reportages de terrain qu'on faisait en Île-de-France traduisaient cette véritable angoisse des retraités quelques mois après l'arrivée d'Emmanuel Macron. L'impact a été très fort et on a vu après... voilà, donc le pouvoir du Parisien et le pouvoir de la presse est très fort. Il n'est pas toujours celui qu'on imagine de faire tomber des têtes, de faire élire des présidents ou de faire élire des députés. Parce que si les vainqueurs étaient ceux qui avaient été désignés par la presse, ça se saurait. En revanche, on a une influence de fond qui est très forte, qui reste forte. Merci. Donc, juste à l'attention justement des hommes politiques, ils devraient regarder les chiffres de One Next Influence, parce qu'ils s'apercevraient qu'il y a un peu plus de 5 millions de personnes de cette cible qui sont lecteurs du Parisien aujourd'hui. Je caricaturais un peu sur non, mais il faut leur montrer choix. Les chiffres. Alors, je vais laisser maintenant Anne Piquant, alors, qui est éditrice des magazines du Figaro, nous parler de justement votre perception de l'influence de la presse et de vos marques. Elle est d'abord factuelle avec tous les chiffres que vous venez de montrer. Donc, je pense qu'au Figaro, effectivement, s'il y a 15 ans, on nous avait dit qu'on aurait 6 sur 9 millions d'influenceurs, 6 millions de lecteurs, on n'y aurait peut-être jamais cru. Donc effectivement, c'est d'abord quantitatif, mais j'ai envie aussi de parler pour toutes les marques de presse d'influence peut-être durable par opposition à influence éphémère, c'est-à-dire qu'on est tous issus d'un héritage de marques fortes, chacun sur... nos positionnements politiques, tous à contribuer à un débat démocratique. Et effectivement, je pense que cette part du durable est très important, d'inscrire chacun de nos positionnements et nos traitements éditoriaux dans le temps. Que c'est ainsi aussi, effectivement, qu'on a dans nos lignes édito chacun des décideurs qui viennent dans nos colonnes, donc au Figaro. Vous l'avez très bien dit, on a, je sais pas si on prend sur les 10 derniers jours, on a Castex qui est venu annoncer son plan de relance, on a Mike Pompeo qui est venu faire une tribune sur l'Iran et le positionnement américain. Donc, avec cette marque, mais c'est parce que aussi, c'est depuis 1826 une marque forte, et pour nous, c'est très très important, quels que soient les canaux, de la poursuivre. Et donc, effectivement, la digitalisation a tout changé, mais nos nouveaux formats se doivent aussi de faire ce même traitement. On y a bien sûr, peut-être encore plus que par le papier, ajouté beaucoup d'interactivité et de distribution de notre marque sur tous les canaux. Donc on a aussi plein de rendez-vous qui, je pense, contribuent à l'influence de la marque Figaro sur tout ce qui est vérification, des formats vidéo, des formats de vérification quotidiens qui nous permettent de toucher des cibles certainement plus jeunes, mais aussi des influenceurs, et qui contribuent à notre rôle de marque média. Justement, on le voit à travers l'étude, les chiffres que je présentais. Je veux dire, tout ce que vous faites tous communément contre les fake news,
eh bien ça rejaillit très très positivement sur cette cible des influenceurs parce qu'ils ont confiance dans vos marques, ils ont confiance dans ce qu'ils lisent. Et je vais maintenant laisser la parole à Jérôme Fenoglio. Alors petite précision, parce que c'est un jour, je me permets, parce que les chiffres du Monde sont aussi contrôlés par la CPM et les chiffres de diffusion au JD. Voilà, c'est un super jour parce que le Monde dépasse les 400 000 exemplaires de vente. Donc bravo Jérôme. Donc j'imagine que tu es de très très bonne humeur. Oui, effectivement. Pour nous parler de l'influence et des succès du Monde. Bah, ce chiffre-là, c'est effectivement, je pense, un effet de ce qui est l'élément clé de l'influence que vous avez très bien mis en avant dans votre enquête, qui est la confiance. On ne peut pas construire de l'influence, on ne peut pas prétendre changer un peu le regard des personnes qui nous lisent, un peu la société, si on n'a pas cet élément clé, s'ils n'ont pas confiance en nous. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a tous entendu ces dernières années un discours qui disait que les médias manquaient de la confiance des auditeurs, des lecteurs, en réalité qu'il y avait une crise de confiance. Quand on regarde les chiffres que vous donnez sur un fragment de la population, la confiance est extrêmement forte en réalité. Elle est forte parce que je pense que les marques de presse sont de nature à construire cette confiance sur la longue durée. Au Monde, on a fait le pari depuis pas mal d'années, à rebours de pas mal de tendances internationales dans la presse, d'avoir toujours plus de journalistes, c'est-à-dire d'être toujours plus précis, d'être toujours plus complet, d'être toujours plus pertinent, d'être toujours plus fiable. Bon, à un moment, cette confiance, elle est là, elle est au rendez-vous. Si on est chaque jour vu comme ayant une parole qui compte, qui est visible, mais aussi qui est extrêmement fiable, on peut mesurer cette confiance et donc il en découle l'influence que vous avez mesurée là. Et ça se voit effectivement à travers les chiffres que vous avez donnés. La confiance, le noyau absolu de confiance du lectorat, c'est évidemment les abonnés et ça le sera de plus en plus dans les années qui viennent. Aujourd'hui, le chiffre que vous dites, qui était effectivement un record de diffusion France payée, toute époque confondue sur une moyenne mensuelle, ça veut dire que nous avons énormément plus d'abonnés évidemment par le canal numérique que ce que nous avions auparavant. Donc de personnes qui ont une très forte confiance en nous. Ça se voit aussi dans les sondages des instituts Reuters, par exemple, où Le Monde arrive en tête, à la fois dans l'opinion générale et évidemment particulièrement, c'est ce qui nous importe le plus, de la part de leurs lecteurs. Donc si ce ciment-là est là, alors l'influence, je pense, est en place pour pouvoir avoir un impact aussi, parce que c'est aussi à ça que servent les journaux, à entretenir le débat public et aussi à permettre de faire avancer le débat, la vision des choses, les prises de conscience à favoriser. On a décrit plusieurs fois la prise de conscience écologique, de pouvoir favoriser justement ces prises de conscience-là et cette évolution dans les opinions des gens. Là où je suis très heureux, évidemment, quand je vois les chiffres que vous donnez, c'est que construire de la confiance, c'est formidable. Construire de la confiance avec des gens qui eux-mêmes ont la confiance des gens qui les entourent, ce que vous appelez les leaders d'opinion, c'est phénoménal. Je vois qu'on est à près de 60% de leaders d'opinion qui nous classent comme étant les plus influents, qu'on a aujourd'hui les plus hauts revenus, ce qui n'était pas évident pour le monde il y a quelques années, les plus hauts revenus qui nous font confiance. Ça veut dire que ce travail de long terme, qui commence effectivement avec des contacts avec les populations les plus jeunes et qui se construit dans la durée, il est extrêmement productif. Et donc c'est un message vraiment d'optimisme très fort. La confiance est au rendez-vous, donc l'influence est là, et nos marques, les titres de presse, ont vraiment un avenir, à mon avis, brillant devant eux, parce qu'ils ont cet élément clé de l'influence et de la relation avec les lecteurs qui est la confiance. Alors, on l'a vu, et je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur les résultats très décevants des réseaux sociaux. Les annonceurs, nous particulièrement, on les rencontre, ils nous parlent beaucoup d'Instagram, de Facebook, de LinkedIn. On s'aperçoit que ces cibles d'influence, en fait, on le sait, ils consomment, parce que nous consommons tous des réseaux sociaux, en fait, ont très très faiblement confiance dans la qualité des informations ou dans les messages des publicités. Donc, par exemple, Anne Piquant, qui est très éditrice, sur justement l'influence... Comment vous percevez l'influence, l'efficacité de la publicité à travers les expériences que vous pouvez avoir avec des marques et des annonceurs? Alors, il y a plusieurs choses. Nous, d'abord, on se sert beaucoup des réseaux sociaux pour aller toucher ces nouvelles audiences et aller distribuer notre matière et recruter des abonnés.
Donc on en fait un usage. En revanche, c'est sûr effectivement que les marques chez nous viennent beaucoup plus pour de l'image et beaucoup moins pour du quanti et du clic. Et on le voit très bien à la fois sur notre site et sur notre presse papier. Les marques viennent pas chercher la même chose du tout. Elles sont effectivement dans un contexte où, d'ailleurs, c'est amusant, on voit là beaucoup revenir quand même dans l'actualité la notion de contexte, de plus en plus importante, avec tout le débat qui, moi, me rend sceptique sur le fait que les marques ne veulent jamais être associées à certains mots-clés, et c'est très compliqué pour une marque média généraliste, puisque naturellement on fait notre trafic sur les gilets jaunes, le Covid, et donc si on doit diffuser les publicités digitales uniquement sur des contextes éditoriaux culturels et sociétal, c'est pas du tout représentatif de notre rôle de média généraliste. Donc, dans le combat avec les réseaux sociaux, ça me paraît toujours fou, dans le sens où dans les fils, vous êtes toujours à côté de la grand-mère et d'un contexte éditorial ridicule. Donc, je pense que c'est un gros combat à mener, ça, pour la monétisation de nos sites. Parce qu'effectivement, si on a... Pour être un peu vulgaire, à la fois on a beaucoup de lecteurs, on n'en a jamais eu autant, et il y a une énorme déception sur la monétisation publicitaire qui est beaucoup plus faible que celle qu'on espérait il y a encore 5 ans. Donc aujourd'hui, on se bat sur les abonnements, et effectivement c'est un relais de croissance formidable. Mais nous, on a la conviction au Figaro qu'il faut qu'on arrive à vivre sur nos 2 pieds pour aussi distribuer une information gratuite pour aller chercher des nouveaux lecteurs, et pas vivre seulement des abonnements. Jérôme ? Si on regardait finement l'étude que vous avez faite sur les réseaux sociaux, je pense qu'en plus, nous sommes les principaux producteurs des rares tweets, notamment, en lesquels les gens ont confiance. Donc, ce serait encore plus effondré si vous regardiez le reste. Parce qu'il ne faut pas déserter ça. Il faut y être, il faut se battre, il faut effectivement avoir une visibilité là-dessus pour commencer à prendre contact avec des personnes qui, peu à peu, et moi je suis très fier de ce qu'on fait notamment en vidéo, d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube aujourd'hui avec une offre d'explication en vidéo des grands faits d'actualité et aussi de lutte contre la désinformation. C'est très important parce qu'on commence à construire le lien. Donc il faut qu'on y aille. On sait qu'on est dans un environnement assez hostile en réalité à la confiance justement, où il y a un peu n'importe quoi, mais justement il faut qu'on tienne bon et donc qu'on joue ce rôle de journaliste sur ces réseaux qui permettent petit à petit, là aussi, d'avoir une influence, et c'est effectivement très important, au-delà de notre noyau dur, qui grandit d'abonnés, de pouvoir parler à tout le monde et de construire petit à petit ces conditions de la confiance au-delà de ce cercle-là. Marie-Christine, Guylaine, est-ce que vous auriez des anecdotes, des exemples de l'influence au-delà de ceux que vous nous avez cités par exemple, je pense, alors c'est un petit peu ancien, mais je me rappelle, c'était assez surprenant, je sais pas, le président de Carrefour qui était en une du Parisien pour annoncer sa stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement, tout à l'heure vous parliez de tout le monde, mais il y a aussi des grands chefs d'entreprise qui souhaitent, parce que s'ils l'ont fait, s'ils y sont, c'est qu'ils l'ont voulu. Absolument. Absolument. On a effectivement des leaders d'opinion. Il y en a un qui, lundi prochain, va s'exprimer chez nous. C'est qui ? Non, ça sera une surprise, dans le domaine justement d'un très grand groupe industriel, et qui fera une annonce chez nous. Donc ils viennent, bien évidemment. Ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'ils ne viennent pas forcément quand... moi, je me souviens quand je suis rentrée dans ce métier... il y a maintenant quelques années, on nous parlait effectivement déjà beaucoup des marques, et on nous expliquait, les étudiants aux terrasses du café, qui avaient envie d'avoir sur leur table Libération, Le Monde, mais effectivement pas forcément Le Parisien. Donc tous nos titres ont des histoires et ont des positionnements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le disiez, les chiffres sont là pour le prouver, Le Parisien attire tout le monde, surtout par sa proximité avec son lectorat et par le fait d'être à la fois proche de ses sources, mais aussi très proche de ses lecteurs. Quand on a fait cette semaine le prix des masques, où trouver les masques les moins chers, a priori, c'est une question de consommation, mais c'est aussi la manière dont ces masques sont distribués, la guerre des enseignes, et c'est une influence très forte.
Merci Guylaine. Il y a un numéro dans l'année qui fait toujours beaucoup parler. D'ailleurs, cette année, il y avait encore plein de publicités. C'est le numéro sur les très riches. Donc, très difficile à faire parce qu'avec la Covid, non, évidemment, les valeurs ont beaucoup fluctué. oui. Et donc, il y a eu des échanges compliqués avec les différents riches qui participent au classement. C'est assez amusant d'ailleurs parce que ceux qui sont dans le classement, il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent « Mais non, vous m'avez sous-évalué, je gagne beaucoup plus que ça » et qui ont envie de montrer que vraiment ils ont réussi et montrent leurs muscles et qui se sont pris au jeu parce que nous, le but de ce classement, quand même, initialement, c'était d'acculturer notre société au fait qu'il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui réussissent et c'est bien. Et c'est des leaders et c'est des gens qui se sont donné beaucoup de mal pour arriver là où ils sont. Puis il y a des héritiers, évidemment. Et puis il y a au contraire les gens qui veulent se cacher, mais non, pas du tout, vous avez mal calculé, je ne devrais pas être dans votre classement, faites-moi sortir. Et puis il y a des gens qui ont des stratégies pour ne jamais apparaître. Et il y a des gens qu'on doit louper. Non, c'est amusant parce qu'on est vraiment, Parisiens et nous, on est vraiment des médias très différents. Mais en même temps, on va s'intéresser aux mêmes choses, puisque nous, on prépare une cover sur les masques, vous en avez fini sur les masques, on va peut-être être plus dans la production, dans la souveraineté économique, etc. On est un journal un peu plus ardu, on n'est jamais dans la dénonciation, on est plutôt dans l'explication, et on vise un public, effectivement, qui est beaucoup moins large. D'ailleurs, le directeur de la rédaction, Vincent Beaufils, dit que c'est pas la peine qu'on ait plus de lecteurs, parce qu'on se diluerait. D'ailleurs, on est en France, on diffuse plus que The Economist en Angleterre ou Die Woche en Allemagne. On est un journal économique qui a une assez large diffusion. En fait, on veut toucher une cible et très précise. Et là, on a une certaine influence. Par exemple, on avait été condamné en juin 2018 parce qu'on avait révélé que Conforama, il y avait un administrateur ad hoc. On a été condamné à 10 000 € d'astreinte si on reparlait de cette information. On a été soutenu par une vingtaine de sociétés de journalistes, dont Figaro, Le Monde, etc. Parce qu'en même temps, il y avait une loi sur le secret des affaires qui allait vraiment gêner la presse, etc. Et finalement, on a gagné en appel au nom de l'intérêt général. Et puis surtout, l'article du Code de commerce qui nous condamnait disait qu'on était tenu au secret, mais on n'est pas acteur de l'affaire. Mais du coup, les choses avancent parce que Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, est en train de voir comment faire évoluer les tribunaux de commerce parce qu'il y avait beaucoup de choses très opaques. Et il y a pas mal de créanciers, d'acteurs, etc., qui ne veulent pas que ce soit aussi opaque. Donc nous, on est dans un univers assez spécialisé, assez pointu, et on ne vise pas une influence en nombre, mais en cible plutôt. Voilà, les jeunes à travers les écoles de commerce, à travers les start-upers, à travers le financement de la création d'entreprises, à travers la vie au bureau, etc. Donc voilà, c'est un peu différent. Et c'est sûr que c'est plus difficile à jauger quantitativement. Non, avec les résultats Oui, mais d'influence, quantitativement, je veux dire, quand on diffuse, comme on diffuse par rapport au Figaro, au Monde, quantitativement, on va être moins influent. Mais on a une cible très précise et des ambitions très, très spécifiques. Marie-Christine. Rapidement, vous me demandiez une anecdote, et c'est vrai qu'elle aurait dû me venir plus vite à l'esprit. Ça fait quand même... Ça fait plusieurs mois, voire une année, où on demandait une interview à Carlos Ghosn. Donc Carlos Ghosn, on ne le sollicite pas directement, on passe par ses avocats, on passe par ses communicants. Et les avocats nous disaient « Non, mais Carlos Ghosn, il n'a aucun intérêt à vous parler. De toute façon, vos lecteurs le détestent. Il est très riche, il est très... Voilà. Donc, a priori, vos lecteurs ne s'intéressent pas à Carlos Ghosn. » C'est pour vous dire l'image un peu aussi que... Et puis finalement, on a refait une demande au dernier moment quand une sorte de friction est apparue entre Carlos Ghosn et l'État français et les décisions qui avaient été prises et l'État général de Renault. Donc là, on a refait une demande et sa responsabilité éventuelle dans les résultats actuels de Renault. Et là, les avocats ont un peu réagi en disant « Ah ben oui, peut-être que finalement, il aurait... » Et l'argument que nous avons avancé, c'est finalement, nos lecteurs, ils sont dans ces usines, ils sont dans les cafés, c'est monsieur et madame tout le monde. Et là, ils ont tout à fait compris l'intérêt à ce que Carlos Ghosn, en tout cas leur intérêt à ce que Carlos Ghosn vienne chez nous. Carlos Ghosn, a priori, le Parisien ne l'intéressait pas directement, ni dans sa stratégie de défense, ni dans les messages qu'il avait à passer. Mais à partir du moment où il voulait passer un message politique et qu'il allait... nos lecteurs commençaient à devenir, nos nombreux lecteurs commençaient à devenir très intéressants pour Carlos Ghosn. Merci. Conclusion, Jérôme, Anne?
un exemple, une anecdote sur l'influence du monde? On a beaucoup cité l'écologie tout à l'heure comme quelque chose sur lequel on est interpellé aujourd'hui. Pour le coup, on voit bien qu'en quelques années, nous, c'est un pari qu'on a fait il y a très longtemps. On a créé un service Planète, on s'est dit, une intuition journalistique nous a fait dire non, mais ça, quelque chose est en train de changer, il faut qu'on le raconte. C'est une formidable histoire journalistique, et puis c'est en train de changer la vie des hommes et des femmes qui nous entourent, des pays entiers, de la planète. Et donc on voit bien, après avoir porté cet effort éditorial, sans l'avoir calibré vers une cible en réalité, à quel point aujourd'hui, dans les détails de votre enquête, on se retrouve aujourd'hui beaucoup plus lu par des lecteurs qui ont envie de changer de voiture pour passer à l'électrique, des lecteurs qui réfléchissent beaucoup plus qu'avant à des critères éco-responsables pour prendre leurs vacances. Beaucoup plus de lecteurs sont chez nous là-dessus. Donc d'une certaine manière, à la fin, il y a aussi une influence vis-à-vis d'une évolution de la consommation. Et donc, qu'est-ce qui a fait que ça a bougé ? Je pense que c'est aussi le fait que des journaux se soient mobilisés là-dessus et favoriser une prise de conscience qui est réelle et que petit à petit, les choses changent. Et donc, du coup, on en a aussi un retour forcément sur la vision que peuvent avoir de nous les leaders d'opinion et la manière dont ils peuvent eux aussi agir sur leur entourage pour changer leur vie quotidienne. Ce sont des exemples concrets, précis, de ce qui, en quelques années, fait l'influence d'un regard éditorial et qui, peu à peu, change le regard sur la réalité. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous les quatre. Merci aussi d'avoir répondu à ces questions masquées.